Symbole de la puissance du soleil et de la richesse depuis la nuit des temps, l'or est un métal inaltérable, insensible au temps qui passe. Les amis, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de voir, de regarder une montre intégralement en or. Pas n'importe laquelle. La Rolex Day-Date que la marque présente comme la montre des grands moments au poignet des dirigeants de ce monde. Mais on a beaucoup mieux, les amis, sur Daily Shoes que des grands dirigeants ou des VIP. On a un vrai client avec Karim à côté de moi qui va nous raconter sa Rolex Day-Date en 40 mm millésime 2023 en or jaune. Une tuerie, les amis, restez avec nous. Il est l'heure de se concentrer pour ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Karim, ça va? Ça va et toi? Ouais. Est-ce qu'avec ton crâne dégarni, on t'a dit que tu ressemblais un peu à Louis de Funès? Non. Non, jamais. Non, les amis, on a Louis de Funès et Yves Montand. Monsignor, il est l'heure de se réveiller. Réveilleur. Exactement. T'es venu avec ta Rolex? Ouais. Ah ouais. Tu peux me la montrer? Bien sûr. Je peux même te la passer si tu veux. Ah, j'ai le droit de l'essayer, les amis. Alors, je suis venu avec ma vieille Speed de mon année de naissance, complètement différente en termes de poids. Tiens, regarde, tu vas me dire ce que t'en penses. Ah ouais, c'est sûr, c'est différent. Ouais. En termes de poids, c'est différent. Combien ça pèse ton truc, là? À peu près 220 grammes, quelque chose comme ça, ouais. Il y a un truc qui n'est pas du tout prévu, les amis, dont je viens de me rendre compte là, au moment où on enregistre. Tu as un bracelet là, il est en or celui-là? Ouais, bien sûr. Ouais. Honnêtement, regarde les maillons par rapport aux miens. Et d'un autre côté, on a l'impression que c'est des maillons du bracelet président. C'est le cas? C'est ça, c'est le cas. Ouais, t'as trouvé ça où? Ça, je l'ai fait faire par mon bijoutier à... Je sais pas si on peut dire la bijouterie. Ah, c'est toi qui décides. La bijouterie Salam à Lyon, c'est chez lui que j'achète tous mes bijoux et ça vient de là-bas. Et ça aussi, ça vient de là-bas. C'est des choses avec lesquelles je... Alors, les amis, il y a un truc important. Karim, tout ça, c'est pas du toc. Non, que du 18 c'est de l'or. Et oui, Karim est un fan, un passionné, un chercheur même. Ouais, on peut dire ça aussi comme ça. Ouais. D'or. Comment ça t'est venu, ça? Ben, on va dire un peu bêtement, j'ai vu des différentes émissions à la télévision où ils recherchaient de l'or avec des détecteurs de métaux. Et puis à la base, pas que de l'or, avec des différents modules, différentes pièces. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai trouvé des choses assez rares, des pièces, des sesterces en bronze d'époque romaine, des deniers, époque romaine aussi, même des... Denier, c'est le nom d'une monnaie? Ouais, c'est le nom d'un denier pompé, ouais. C'est à peu près 40 avant Jésus-Christ, jusqu'à 100, 150 après. Ouais. Et c'est des monnaies qui peuvent être frappées en or, en argent ou bien en bronze. Et j'ai trouvé, moi, ces modules-là, ces monnaies-là, jamais d'or. J'ai trouvé de très belles pièces en bronze, très belles pièces en argent. Et après, je me suis dit, pourquoi pas pouvoir réussir à obtenir ces pièces-là et en or. Parce que ce que j'aime dans l'or, c'est l'or. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une matière qui est inaltérable. Tu peux la laisser 5000 ans sous les océans, tu la retrouves aujourd'hui, elle est pareille, quoi. C'est le seul métal qui est comme ça? Qui bouge pas. Après, tu as l'argent. J'ai trouvé un denier pompé 47 avant Jésus-Christ. Attends, je t'arrête, les amis, parce que c'est un puits de science sur le sujet, sinon on va pas réussir à parler de ta Rolex. Alors, pendant qu'on parle de ta Rolex, on va parler de tous ces sujets-là. Mais ce que je comprends, c'est que ce qui t'a amené à l'horlogerie et à cette montre, c'est l'or ou c'est autre chose? C'est l'or, la passion pour l'or, si tu veux. Peu importe qu'elle soit sous forme de lingots, de bagues, d'objets ou de montres, je suis avant tout passionné par cette matière parce qu'elle est inaltérable et elle est fascinante pour moi, quoi. Alors, l'inaltérabilité, les amis, avec l'or, c'est fantastique parce que c'est un peu comme le temps qui passe. Je vous rappelle que si votre montre ne marche pas, la Terre, elle continue à tourner autour du Soleil et sur elle-même. Donc le temps, lui, il ne change pas, il est inaltérable. Exactement. Quoique, scientifiquement, des physiciens pourraient travailler sur le sujet, notamment avec l'axe de la Terre qui pourrait avoir légèrement bougé et foutre la merde avec les satellites. On va quand même lui poser une question piège. Il y a combien de grammes d'or là-dedans? À peu près 200, alors on va dire, je pense, en gros, allez, entre 190... Elle fait 220, pas tout à fait 220, il me semble. Tu l'as pesée? Ouais, je l'ai pesée, mais comme je pèse pas mal d'objets, donc je suis plus... Mais en tout cas, allez, on va dire qu'elle fait entre 200
et de 120 grammes, sûr et certain. Et je pense qu'on peut enlever en or brut dedans, je pense qu'il y a au moins 180 grammes d'or brut. Ouais, ok. Ça commence à se mesurer. Je vais tout de suite aller sur un truc qui nous interpelle tous. Moi, je ne suis pas du tout habitué à ça. Combien ça coûte un kilo d'or? Le kilo d'or, il varie. Mais là, à l'instant T. Là, à peu près dans les 60 000 euros. 60 000, donc ouais. ça s'il y a 200 grammes, on va pas dire de conneries, c'est que donc ça fait 5. Ça fait combien? Ça fait combien alors, ça? Alors, après, il y a attention, parce que dans l'or, c'est très, très, très complexe. Quand je te dis 60 000 du c'est kilo, du 24 carats. C'est du 24 carats. Là, on est sur du 18. 24 carats, c'est du 999.9. Ça, c'est du 18, c'est du 750 millième. Donc, il y a 75% d'or et le reste, c'est un alliage qu'ils ont travaillé avec. Ça peut être ou de l'acier, ou du zinc, ou du plomb, ou du cuivre. Quand on veut faire fabriquer de l'or rose, par exemple, on mélange avec du cuivre, ça fait l'aspect rosé. On appelle ça l'or rose. Donc, l'or rose, c'est avec du cuivre. Voilà, l'or blanc, comment ils le font blanc? L'or blanc, c'est avec une matière comme de l'acier. Ouais. Ça le rend blanc ou gris. Et l'or gris? Et c'est à peu près la même chose. Donc il y a des petits réglages. Donc là, on est dans l'alliage. Ouais, donc ça veut dire que j'avais lu ça, les amis. Moi, j'apprends avec Karim. Un lingot d'or, moi, j'en ai jamais touché. J'ai jamais touché d'or 24 carats. Ah bah dommage, si tu me savais avant, j'aurais pu ramener un. C'est vraiment mou. Alors, le 24 carats, pour te dire quelque chose, j'ai fait faire fabriquer un pendentif avec un lingotin de 20 grammes, un Schaffner, en 24 carats. Schaffner, c'est une maison suisse, c'est un fondeur suisse. Et si tu veux, quand tu le prends le matin sur toi, c'est quelque chose de très très dur. Très très dur, parce que c'est de l'or pur. Je le mets autour de mon cou, sur ma poitrine, et avec la température de mon corps, le soir, tu peux légèrement le tordre, parce que c'est mou, parce que c'est de l'or pur, si tu veux. Et voilà pourquoi, quand tu prends du 18 carats, c'est du 750 millième, ou du 20 millième, c'est beaucoup plus dur, parce que c'est mélangé, c'est plus de l'or pur, c'est mélangé à un alliage. Ouais, et donc c'est dur. Non, mais c'est ce qui permet de le tailler, de le polir, de le sertir, etc. etc. Comment on en est venu à faire que le standard, quand on dit c'est en or, si on précise rien et qu'on dit c'est en or, c'est du 18 carats? Alors, non, pas toujours. Si tu veux, c'est là où il faut faire attention. C'est que demain, tu peux te dire, bon, bah tiens, il y a quelqu'un qui fait un lingot, voilà, je vous vends ce lingot, c'est un lingot en or. Ok, un lingot en or, ça veut tout dire et rien dire. C'est du combien de carats? Ça peut être d'abord un lingot pur, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est du 24 carats, c'est du 999. Ensuite, tu as quelqu'un qui peut faire tu vas à la Monnaie de Paris, c'est du 24 carats. C'est du 24 carats. Ouais. Et si tu veux, aujourd'hui, dans 80% des bijouteries, il y a 20 ans en arrière, on était un peu dans au niveau on est passé du simple au triple au niveau du kilo, au niveau du prix en or, si tu veux. Et aujourd'hui, tu vas t'apercevoir que dans beaucoup de bijouteries, ils font du 375 millième, c'est-à-dire 37% d'or. Et le reste, c'est que de l'alliage. Donc, pour moi, ça, c'est plus de l'or. Et par contre, eux, ils vont dire, voilà, monsieur, vous avez une gourmette en or. Ouais, mais c'est du 375 millième. Donc, tu achètes plus de ferraille que d'or. Et donc, c'est pour ça que je te dis, il faut faire attention. Quand quelqu'un va te présenter, il va te dire, voilà ce bijou en or. La première des questions auxquelles il faut que tu poses, c'est oui, mais c'est du combien de carats? Je comprends. Voilà, c'est important. Alors, toi, tu le sais pas, les amis non plus, vous le savez pas. Quoique, peut-être que je l'ai dit, je me suis acheté pour la première fois une montre en or. Ouais, j'en ai entendu parler. Mais une montre en or, 14 carats. 585 millième. Eh ben, le jour où je suis allé la chercher, je vais la récupérer, je l'ai achetée aux enchères. Et là, je me dis, mais elle est super légère, cette montre. Qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, c'est une montre d'époque, hein, c'est un chronographe, les amis, chronographe suisse, donc il n'y a pas de bracelet, il n'y a pas de boucle. Là, le bracelet, il pèse lourd. Hein. J'ai trouvé ça ultra léger, tellement léger, je me suis dit, mais merde, mais en fait, elle n'est pas en or. Ouais, je suis retourné à la maison de vente pour la tester à l'acide, etc., et elle est en or. Et là, on rejoint la question de l'or dans l'horlogerie, où il y en a eu beaucoup avec du 14 carats et avec des anses creuses. Alors que là, toi, tu as une montre qui est intégralement, tout est plein. Bracelet plein, boîtier plein. Ouais. C'est pour ça qu'elle est si lourde. Ok. Les amis, on avance. Elle est lourde. Donc là, t'aimes l'or, mais t'aimes l'or jaune ou t'aimes tous les ors? Pour moi, l'or, c'est jaune. C'est jaune. Donc, la couleur du soleil. Voilà, c'est la couleur du soleil pour moi. Et pourquoi cette passion aussi pour l'or? J'ai une grande passion pour l'histoire de France et principalement pour un de nos rois, Louis XIV. C'est pour moi, il est stratosphérique pour moi à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui a dissocié l'État de l'Église, c'est quelqu'un qui a fait Si aujourd'hui la France est telle qu'elle est aujourd'hui au niveau géographique, c'est grâce à Louis XIV. Parce que Louis XIV, avant sa mort, il avait promis
à son père qui récupérait toutes les terres que son père a perdues. Il faut savoir qu'à l'époque, Orange, c'était pas à nous, c'était aux Hollandais. Le nord de la France, c'était pas nous, c'était les Anglais. Aujourd'hui, notre État français, tel qu'il est fait géographiquement parlant, on le doit à Louis XIV et toutes les batailles qu'il a faites. Ouais. Donc voilà pourquoi je te disais par rapport à ces choses-là, par rapport à l'or. Et j'aime l'or aussi beaucoup par rapport à lui, parce que quand tu vas visiter le château de Versailles, tu as vu tout ce que tu peux voir. Bon, alors tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais il avait une affection particulière. Les feuilles d'or. Ouais, les feuilles d'or. Et il avait une affection particulière avec l'or. Moi, j'ai une affection particulière pour Louis XIV, donc je me suis intéressé à sa vie, à tout ce qu'il aimait, et de fil en aiguille, je me suis passionné pour cette matière, parce que cette matière, elle est folle, même les Égyptiens. Et pourquoi ils aiment cette matière? Parce que ça bouge pas à travers le temps. C'est la première des choses qu'ils ont vu. Non, juste que je comprenne un truc sur on va appeler ça les enluminures, entre guillemets, c'est-à-dire cet or un peu partout, les galeries des glaces, etc. Ces feuilles d'or qui permettent justement de déposer de l'or sur des statues, du mobilier, etc. La feuille d'or, elle est en combien de carats? 24 carats, celle-ci. Parce qu'elle a besoin d'être souple, parce qu'ils travaillent avec dessus, et ils la mettent sur des matières qui peuvent être telles que des statues ou quoi, avec plein de creux dedans. Donc plus elle est creuse, plus elle est pure, plus elle est fluide, plus il peut travailler avec. Donc ça, c'est du 24 carats. La feuille d'or est en 24 carats. Ok, je comprends. Mais il y a quand même une dimension. Quel lien tu fais entre, parce que la dimension inaltérable de l'or, hein, si j'ai bien compris, les amis, j'ai essayé de me documenter, parce que j'ai compris au téléphone en l'ayant que, attention, il touchait sa bille sévère. L'or, tu récupères de l'or quel qu'il soit, dans un bibelot, dans une gourmette, dans une broche, dans une montre, peu importe, tu le fais fondre, ça redevient... tu peux le faire fondre et séparer les deux, l'alliage est là, et tu te retrouves avec ce qui reste d'or. Donc si tu as 100 grammes de 750 millième, tu le fais fondre, tu te retrouves avec 175 grammes d'or pur. Voilà, c'est ça. Et cet or, il a rien perdu de ce qu'il était. Absolument rien. C'est une matière que tu peux travailler. C'est pour ça que je disais souvent, parce que les gens ne savent pas et ne le pensent pas, ça, mais que tu prends n'importe qui comme toi avec ton alliance en or, tu sais pas, cet or-là, depuis quand tu l'as, tu peux avoir 10, 15, 5, 8, 2% d'or qui peut dater depuis des milliers d'années. Donc il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité par rapport à ça. Donc ça veut dire que si demain je vais acheter à droite à gauche dans une brocante ou je ne sais quoi une pièce que je trouve jolie, il s'avère qu'elle est en or et que je la fais fondre, ça deviendra de l'or qui va rentrer. Ça c'est un sacrilège. Non mais c'est une hérésie. Donc ça veut dire que la pièce d'or a une autre valeur que son poids. Ah bah bien sûr, complètement. Il y a l'histoire. Il y a l'histoire. Tu sais qu'il y a une marque de montre, les amis, je ne veux pas dire une connerie, je crois que c'est Movado, mais je ne suis pas sûr. Il faut que tu regardes ça. Ouais. En tout cas, je t'amènerai les informations, qui est connu pour avoir fait une montre avec une pièce de $1. Dans le cadran. Oui, tu l'as ? Oui, je la connais. Avec une pièce de $1 en or. En or, voilà. Et puis le dos, c'est l'aigle, et de l'autre côté, c'est Liberty. Le fond de la montre, c'est la Liberty. Ouais. C'est une femme. Est-ce que c'est une montre sur laquelle tu irais, ça ? Tout à fait, tout à fait. Et c'est marrant que tu me parles de ça, mais vraiment, c'est un truc de dingue. Mais je te dis vraiment un truc de dingue, parce que cette montre-là, je l'ai vue passer aux enchères il y a peut-être 2 mois et demi. Ouais. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est pas la Rolex, je l'ai pas spécialement achetée pour la mettre à mon poignet. Si tu veux, le soir, je veille. J'ai une collection importante de pièces en or, et je la sors et je les regarde. Et je suis capable de la regarder pendant 1 heure, parce que c'est de l'or. Tu sors ta Rolex un peu de façon initiatique ou émotionnelle, au moment où tu te dis, comme moi je peux le faire, hein, je rentre chez moi, je prends mes toquantes et je les regarde. Voilà, et pourquoi je les regarde là ? Les mecs, parce qu'on est tous un peu tarés, on est peu pareil. Donc tu regardes tes montres et là tu as ta Rolex avec. Voilà, et je regarde mes montres. Donc le lien en fait, le lien c'est quoi ? C'est le fait que Rolex est particulier dans l'horlogerie, c'est qu'ils ont leur fonderie. Donc c'est eux qui fondent l'or, donc ça c'est important, mais d'un autre côté ça veut dire que dans cette montre, il y a de l'or depuis la nuit des temps. C'est ça, tu sais pas, et c'est ça qui est fascinant, si tu veux. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, pour répondre à ta question par rapport aux pièces de monnaie, et c'est une histoire, tu peux pas faire fondre une pièce de monnaie. Alors les gens le font, malheureusement, mais pour moi c'est des ignorants, parce que t'as des gens, si tu veux, tu vas... Comment ça s'appelle le fait d'avoir philatélie, c'est les timbres. Numismate. Numismate. On appelle ça une numismate, c'est les spécialistes des monnaies.
en France, bon, il y a toute la série des Louis, Ouais. il y a les Napoléons, donc après la Voilà. Révolution. Ouais, voilà, c'est ça. Combien ça coûte un Napoléon? Aujourd'hui, un Napoléon, t'as du 10 francs, parce que c'est pareil. Napoléon, ça veut tout dire et rien dire. T'as du 10 francs, t'as du 20 francs. Oh la vache, je lui t'as pose du des 40. questions et il m'embourbe. Tu vois, le truc, il est là, c'est que, mais on va dire dans le plus courant des choses, dans ce qu'on appelle un Napoléon, un Louis d'or. Normalement, Pas quand la on même dit chose. Louis d'or, Ouais. Louis d'or et Napoléon, c'est la même chose, c'est un Louis. Un Louis, normalement, les gens, comme c'est Louis c'est XIV. un Louis au voilà. sens de la monnaie. Voilà, au sens de la monnaie. si Ok, tu veux. je comprends. Donc, le 20 francs Napoléon, aujourd'hui, il oscille entre 330 et 360, 380, selon les ateliers de frappe, parce qu'il faut savoir que dans une pièce, il y a beaucoup d'histoires. Si tu vois une pièce avec le A, l'atelier A, c'est une pièce qui a été frappée à Paris. Tu vois ? Par exemple, l'atelier I, c'est l'atelier Limoges. C'est une frappe qui a été... Laquelle est plus chère? Alors, moi je dirais Limoges, et c'est pas moi, c'est un état de fait. Pourquoi ? Parce que tu as un 20 francs Coq ou 20 francs Napoléon qui a été tapé à Limoges à 100 000 exemplaires, et tu as la même pièce de Paris qui a été tapée à 600 000 exemplaires. Je vais sortir une punchline spéciale pour Mousse qui est juste là. Concentre-toi et écoute-nous. C'est comme les cartes téléphoniques de l'époque. Il y avait la carte de téléphonique Itinéris imprimée à 1 million d'exemplaires, voilà, et celle à 50 exemplaires. C'est ça. Et c'est là où l'histoire, la pièce a une histoire, si tu veux. Donc les gens, ils vont par moment, j'ai eu des gens qui vendaient leurs pièces au poids de l'or. Ils disaient, bon, bah écoutez, actuellement, on me reprend ma pièce à 33 € du gramme. Vous mettez combien? Mais je dis, je vais le chauffer, les amis, mais comme un dingue. Mais, tu vois, mais attends. Tu es sur la chaîne d'Alichous, on est ouvert à tout, etc. etc. Mais là, tu as un ADN et un pédigré perso pour aller sur les montres vintage en or. C'est-à-dire le fait que tu as une montre en or, là, il faut que tu ailles chercher chez les grandes marques horlogères historiques, Vacheron Constantin, Patek Philippe, etc., Blancpain, avec des montres en or, avec des cadrans, avec des boîtiers qui sont chargés d'histoire. Et là, tu vas combiner, finalement, deux choses dont on a parlé, mais il y en a une troisième où j'aimerais avoir ton avis. Tu vas combiner intérêt pour l'histoire et la dimension historique d'une pièce ou d'une montre, tu es d'accord que c'est pareil, le matériau, et puis après il y a un autre sujet, c'est que tout ça, ça vaut des thunes. Ah bien sûr. Comment t'arrives toi à combiner, et est-ce que cette Rolex Day Date, c'est pas la combinaison de ces trois sujets, marque historique s'il en faut, pas la plus ancienne Rolex, mais en tout cas une marque historique, le matériau, or 750 millième. C'est pour ça que je suis bien. Et la rareté, et donc quand même sa valeur. C'est ça. Et je suis venu justement à ça par ma réflexion avec les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie, tu prends aujourd'hui certaines pièces de monnaie, par exemple, pour revenir au Napoléon, aux 20 francs, tu vas en avoir qui vont, un 20 francs, tu peux en avoir à 1500, 2000 euros. Pourquoi ? Parce qu'un faible tirage, donc rareté du produit, donc le prix il est beaucoup plus cher. Et quand j'ai vu qu'il y avait certains marchés, là il y avait un gros marché avec les monnaies en or et même les autres monnaies, tu as des monnaies qui sont en bronze ou en argent ou que les monnaies françaises tu fais ? Non, moi je fais que les monnaies françaises. Ouais. Et là je me suis spécialisé, si tu veux, sur les écus. C'est-à-dire sur les écus, tout ce qui est Jean de Lebon, la famille Valois, c'est à peu près 1000 à 1490 en gros selon dans les années, c'est la même famille. Je me suis spécialisé là-dedans, dans ces écus-là en or. Mais c'est pour ça je te dis, aujourd'hui je maîtrise, en toute humilité, je maîtrise mon sujet sur les pièces et je suis néophyte sur l'horlogerie. Ce qui m'a ramené à l'horlogerie, c'est pas la passion et l'amour de Rolex, ni de l'horlogerie, c'est la passion et l'amour de l'or. Et petit à petit, j'ai dit, tiens, Rolex, c'est un produit rare, parce qu'on a du mal à en avoir. L'or, c'est précieux. Si on allie la rareté et un alliage précieux, ça peut que matcher. Alors, à savoir que moi, je suis un peu un fou. J'achète beaucoup. Au début, en me disant, tiens, j'achète des pièces de monnaie pour spéculer dessus. Et une fois que je les ai, je dis, j'ai plus envie de les vendre, je les garde. Donc, voilà pourquoi, au fil des ans, je me suis fait une grosse collection, si tu veux. Et puis après, j'ai eu une aisance et une facilité à pouvoir obtenir certaines pièces de par mon réseau et de par ma possibilité de pouvoir acheter au moment où je veux l'acheter. Je les prends en doublon, comme ça il n'y en avait qu'une avec laquelle je spécule, l'autre que je garde pour ma propre collection, et avec celle avec laquelle j'ai spéculé,
je peux éventuellement, j'en suis venu à m'acheter une Rolex comme ça. Et donc tu l'as acheté quand celle-là? Celle-là, c'est le plus grand biais du hasard, c'est un truc de fou. Cette histoire, elle est complètement folle. Vas-y, raconte. D'ailleurs, je suis là avec mon oncle Gérard, là. Oui, Gérard. Et je vais rarement avec eux en ville quand ils vont boire des coups, manger une gaufre ou quoi aux caisses. Et ce jour-là, on dit, viens, ils insistent pour que j'aille avec eux. Bon, je dis, je vais avec eux, on y va. On est installé à une terrasse de café. En face, il y a la bijouterie Rolex. Et je lui dis, tiens, pendant que je suis là, j'avais ma Submariner au poignet. Et j'ai dit. Donc, tu avais déjà une Rolex? Ouais, j'avais déjà une Rolex, parce que okay. c'est un copain à moi qui m'a un peu immiscé là-dedans, là, Ahmed, pour pas dire son prénom. Il est fou des montres, lui, il doit en posséder, je sais pas, une Rolex, une quinzaine, voire une vingtaine. Et donc, j'étais à cette terrasse de café. Et j'ai dit, tiens, plutôt que perdre mon temps et rester là, je vais rentrer dans la boutique Rolex là-bas, puis je vais regarder. Et puis donc j'ai Gérard qui a sa montre Rolex au poignet, j'ai mon beau-père Gilbert qui a aussi sa Rolex au poignet, et donc on rentre... Et ils sont clients de cette boutique ou pas? Ouais, ils avaient acheté cette boutique il y a plus de 20 ans en arrière. Ouais, ils avaient acheté leur montre, leur Rolex là-bas. Et donc je rentre dans cette boutique, on est en pleine... entre guillemets, en pleine crise Rolex, c'est-à-dire on peut pas les avoir, fermer les listes d'attente, et ils prennent plus les gens sur liste d'attente. Oui, donc tu savais déjà tout ça parce que tu avais une Submariner. Voilà, c'est ça, impossible. En or, la Submariner? Or et acier, ouais. Ok. Ouais. Cadran de quelle couleur? Bleu. Bleu, ok. Bleu. Et modèle boîtier 41, modèle 2022. D'accord. J'ai acheté les 3 Rolex de 2022 à 2023. J'ai acheté les 3 Rolex, donc justement. Okay. Et donc je passe cette boutique là, je la pose la porte de cette boutique et je dis, je voudrais savoir si vous avez une Rolex tout or. Voilà, par passion pour l'or. Donc maintenant tu comprends un peu plus pourquoi je dis, je veux une montre en or, pas pour l'aspect bling bling ou quoi. Je veux une montre en or parce que je kiffe l'or, j'aime l'or. Et là je rentre, il me dit oui, on en a une là-bas. Je sais que rien n'est disponible parce qu'ils l'ont dit à tout le monde. Et là, j'ai dit c'est possible de l'avoir au poignet juste pour voir un peu. Et donc j'enlève ma Submariner, je la leur donne, je la mets à mon poignet comme ça. Et je dis ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Et puis je reste 5 bonnes minutes avec ça au poignet. Et plus je la regarde à mon poignet, plus je me dis ouais, elle fait chic et discrète. Tu vois, c'est pas trop bling bling avec des montres qui peuvent. Celle-là, elle reste discrète, bien que ça soit tout or, ça reste discret. Et là, je me dis, ouais, elle est vraiment sympa, celle-là. Et je dis, bon, c'est vraiment dommage. Et à mon oncle, qui me dit, de toute façon, faut pas rêver, on peut pas l'avoir, on peut pas les avoir. Et là, il y a la dame qui revient vers moi, et je lui dis, c'est dommage, parce que vraiment, elle me plaît bien. Si elle était disponible, qu'est-ce que je me serais fait plaisir, je pense que je l'aurais acheté. Vraiment. Elle me dit, c'est vrai, vous l'aurez acheté? Je dis, ouais, je pense que je l'aurais acheté. Et elle me dit, écoutez, si vous voulez faire plaisir, achetez-la. Et là, je la regarde, je dis achetez-la. Je dis pourquoi vous allez me dire que cette montre-là est disponible? Elle part, elle me dit oui, elle est disponible, mais attendez 2 secondes. Elle part, et hop, elle revient 2-3 minutes après, elle me dit oui, elle est disponible. Et là, je me dis mais comment se fait-il que cette montre-là est disponible? C'est pas possible, normalement, on n'a pas de montre comme ça. Bref, comme je suis néophyte dans les montres, je m'y connais pas trop, je dis écoutez, laissez-moi 2 minutes, je sors du magasin, je reviens. Et je dis à mon oncle, restez avec cette montre-là, gardez-la à la main, j'arrive. Je sors. Là, je téléphone à 3 personnes, dont mon pote là, Ahmed, qui s'y connaît vraiment dans les montres. Et lui, il me dit, c'est impossible. Tu peux pas passer la boutique dans une Rolex. Tu peux pas avoir une montre comme ça. Surtout celle-ci, c'est pas possible. Tu peux pas l'avoir. Je dis, si, je l'ai. Elle est là, j'ai juste à la payer. Et ben, il me dit, rentre dans le magasin et achète-la. Je téléphone à une amie à moi qui est directrice au Maroc chez Rolex. Elle me dit, impossible. Si tu l'as, saisis, prends-la, mais prends-la tout de suite. Ok. Et après, je téléphone encore à un autre spécialiste. Elle a les 300 de cloche, pareil. Il me dit, si tu as possibilité de la prendre, mais prends-la, mais directement. Je retourne en boutique et là, je me dis, ouais, je la veux, je la prends. Et donc là, tu combines rareté, préciosité de l'alliage, du métal. Voilà, c'est ça. Et tu viens sur un produit, pour le coup, qui a marqué l'histoire horlogère, voilà, qui est aimé ou pas. Les amis, je vous ai demandé de poser des questions à Karim. Sur cette Rolex Vedette, et tu as bien vu, puisque tu les as regardés, toujours un accueil controversé, discutable, très surprenant, très français aussi dans l'approche, un peu d'une sorte de jalousie. Mais d'un autre côté, tu vois, toi qui avais déjà, puisqu'on est d'accord, la Rolex Submariner
or et acier cadran bleu, tu l'avais déjà. Ouais, je l'avais déjà. Donc tu vois, il savait bien que tu étais un client Rolex, pas forcément de cette boutique-là. Ouais, non. Tu vois. Pour autant, il y a toujours cette espèce de regard de finalement c'est très très cher, c'est parvenu, etc. Qu'est-ce que tu as envie de répondre ou de dire simplement, tu dis c'est pas trop bling bling. Moi bling bling, j'ai jamais vraiment su ce que ça voulait dire, et puis surtout c'est une affaire d'étalonnage. C'est-à-dire que les gars, si on nous regarde tous les deux, là tu as des trucs en or et tout ça, moi j'en ai pas, j'ai juste une alliance. Donc tu clignotes plus que moi. Mais pour autant, ça veut rien dire. Qu'est-ce qui serait bling bling pour toi Alors après, sur d'autres produits? Alors pour moi, si tu veux, il n'y a rien de bling bling. Pour moi, c'est toi et ce que tu as envie d'être. Voilà. Et c'est tout. Pour moi, il n'y a rien de bling bling, tu vois. Le truc, c'est malheureusement, en France, c'est dès que tu sors d'une route, tu te mets un peu à droite ou un peu trop à gauche, on aime que ça soit centré, cadré, et là, moi j'ai jamais aimé ça. Même à l'école, quand j'étais gamin, pour te dire, t'as vu, mon père est d'origine algérienne, il est décédé il y a peu de temps malheureusement, ma mère elle est française. À l'école, j'ai toujours été pratiquement seul tout le temps, parce que il y avait les Français qui disaient, les Arabes, voilà, avec des mots un peu, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'étais pas en accord avec ça. J'allais taper et je me battais avec les Français qui disaient que les Arabes c'était pas des gens bien. Et quand il y avait des Arabes à l'école qui disaient que les Français n'étaient pas des gens bien, j'allais les taper. Parce que moi, la moitié de moi, je suis français de par ma mère et d'origine algérienne de par mon père. Je suis un Français à part entière, bien que la France et beaucoup de Français veulent et me considèrent comme un Français entièrement à part. Ça c'est aussi... Et si tu veux, dès que tu sors d'un certain process, tu choques. T'as pas le droit d'avoir une grosse voiture parce que c'est bizarre. Alors toi, t'aimes les bagnoles aussi? Voilà, j'aime les voitures. J'aime les voitures. Je roule en Porsche et puis en Bentley. J'aime les voitures de sport. Et si tu veux, le problème c'est que quand t'as des choses comme ça qui sont un peu hors du commun, si t'as pas la bonne tête pour certains, moi je les empêche de dormir. Donc si tu veux, pour te dire, à l'époque, je vais pas dire son nom là, mais j'étais en classe avec un gars. En classe, j'étais un peu perturbateur, pas de souci. Et des années après, on s'est revus dans un supermarché. Et je me gare avec ma voiture. Et là, il dit, wow, là, là, c'est ta voiture? Je dis, ouais, c'est ma voiture. Après, il me dit, ah ouais, moi, j'ai pas de voiture comme ça. Déjà, à l'école, en classe, tu foutais la merde. Mais moi, j'ai pas de voiture comme ça, mais au moins, je dors bien. J'ai pas peur d'être réveillé. Ça veut dire que lui, il a pris un raccourci, tu vois. Il s'est dit, tiens, le mec, à l'école, il était un petit peu foufou. Aujourd'hui, il a une grosse voiture, mais c'est parce qu'il doit faire des trucs bizarres, mais moi, au moins, je dors bien, tu vois. Est-ce qu'avec le temps, et compte tenu de cette situation que tu subissais et que tu as subi, est-ce que ça t'a pas amené à cultiver aussi cette logique un peu excentrique? Tu vois, voilà, mais moi, dans la façon d'être, si etc., tout en étant sincère. Si tu veux, je la cultive même pas, Xavier, je la cultive pas du tout je suis ce que je suis. Si ça plaît aux gens, c'est bien. Si ça déplaît, c'est pas de ma faute. Moi, je leur ai pas volé, je les ai pas volés, je leur ai pas manqué de respect. Maintenant, grand bien leur face, s'ils sont pas contents, je m'en fous, moi je dors bien, tu vois. Je dors bien. J'ai toujours fait, avec mon associé, on a cette chance-là, on a jamais ou très peu travaillé pour les gens. On a peut-être, à nous deux, on a peut-être 2 ans de travail, de fiches de paye pour des patrons. On a toujours bossé tout seul. On est des autodidactes. On a tout fait tout seul. On a volé personne et on s'est fait tout seul. Alors maintenant, c'est même pas une histoire de cultiver quelque chose. Depuis mon plus jeune âge, je suis ce que je suis. Si ça plaît aux gens, c'est bien. Est-ce que moi, je manque de respect aux gens? Non. Est-ce qu'ils m'aiment? Ils m'aiment ou ils m'aiment pas, ça me regarde pas. En tout cas, moi, je leur ai rien fait de mal. Maintenant, si eux, ça les soulage et ils arrivent à dormir en disant ouais, lui il a ça, mais c'est parce qu'il fait des trucs bizarres. Moi je m'en fiche, moi je dors bien et je dors voilà, tant pis pour eux. Je veux dire c'est dommage pour eux, Mais moi je cultive même pas parce que je suis ce que je suis. Tu vois, j'ai mon associé qui est là pour dire les gens vont pas le comprendre. Je suis avec ma grosse doudoune, j'ai des torse nus sous ma doudoune. J'ai mis ça juste avant que tu rentres dans le bureau. Je suis ce que je suis. Je suis torse nu. J'ai envie d'être torse nu sous ma doudoune. Ça me regarde. Je me balade pas en poil. Je fais ce que je veux. On est d'accord, les amis. C'est ça la philosophie de Dalichou. C'est venez comme vous êtes. Exactement. C'est chacun a la montre qu'il aime. Chacun a sa démarche. Chacun a son truc. Et on peut être tous clients d'une marque de montre ou d'un modèle de montre. Chacun a sa façon. Et là, vous comprenez bien. Et on va revenir sur le sujet de l'or parce que c'est passionnant. Que la richesse historique, le niveau de connaissance, de critères, d'analyse de choix que tu as sur l'or, tu l'as transposé
au sujet de l'horlogerie. Voilà, Alors tout à l'heure, tu disais, à un moment, tu as dit 3 Rolex, mais on n'en a parlé que de 2. Il y a celle-ci, Ouais. donc D-Date 40, Ouais. la Submariner machin, or et acier. et t'en as une fond bleu. troisième, Ouais, une que tu as troisième. acheté au même moment. Ouais, je te dis, j'ai commencé à acheter en 2022 Ouais. et en 2022 à 2023, durant la même année, bah, j'ai acheté en premier la Submariner or et acier fond bleu. La seconde que j'ai achetée, c'est un boîtier 36 avec bracelet jubilé or et acier avec diamant. Index en diamant. Voilà. Ouais. Alors, je l'ai prise au début, puis après, c'était un peu trop petit pour moi. Le 36, le boîtier 36, donc je me suis pas séparé, je l'ai gardé, mais je la porte plus. Et la Et après, tu es allé sur celle-ci. Voilà, c'est ça. Ouais. Index diamant, ça veut dire que parfois tu combines aussi or et pierres précieuses, ou c'est pas trop ton truc ça? La pierre précieuse, non. Je l'ai pris parce que pareil, elle avait un bracelet jubilé or jaune et acier. Et je l'ai prise pour ça. Et je dis tiens, avec le fond noir m'intéressait, parce que c'était un fond noir. Et comme il y avait des diamants, bon, bah, je l'ai pris. Mais s'il n'y avait pas eu de diamants, je l'aurais pris aussi parce que c'était le fond noir qui m'intéressait. Ok. Si on revient au parallèle entre la numismatie. Ouais, numismate, ouais. Ouais, numismate. Donc là, c'est la valeur d'une pièce. Elle est liée à sa rareté, où elle a été frappée, par qui, comment, et quelle époque, etc. Donc sa valeur est dissociée du poids. Du poids, complètement. Du poids des choses. Donc tu es à la fois collectionneur au sens stocker, donc passionné, et à la fois investisseur où tu achètes et tu revends pour après financer d'autres choses. Bah, c'est pour ça que tu veux maintenant, parce que je suis néophyte par rapport à l'horlogerie, et comme je commence à aimer toutes ces choses-là, parce que c'est pareil, comme on disait tout à l'heure, c'est le temps qui passe, quoi. T'as vu le truc, pour 99% des gens, ils vont regarder une aiguille tourner. L'aiguille tournée, dans 24 heures, tu fais des choses, tu apprends des choses, tu dis des choses. Il y a l'expérience qui vient, qui passe. Et puis pour moi, le temps, c'est fou, quoi. Tu vois, le temps, il y a tellement de choses à dire là-dessus, Et si tu veux, c'est pour ça que maintenant, j'achète mes pièces en doublon. Comme ça, j'en garde une pour moi. Avec l'autre, je spécule. Et grâce à cette spéculation, je viens à l'horlogerie. Est-ce que tu pourrais imaginer, mais ça paraît complètement inconcevable si on reste sur Rolex et donc la rareté des disponibilités, il faudrait essayer de combiner cette façon de faire à l'horlogerie. Et donc, quand tu achètes une montre, finalement, tu en achètes 2. Une pour le plaisir, une pour le fun, une pour l'intérêt. Puis, si elle te plaît plus, tu la revends. Et puis, l'autre, simplement pour la Mais stocker. pour ça, il faudrait être un expert, que je ne suis pas. Moi, j'ai pas du tout ton niveau dans les montres. Mais si tu veux, j'aspire à ça, de façon à dire, tiens, celle-ci, je la garde pour ma collection. Faire la même chose que je fais avec mes pièces, si tu veux, tu vois, avec la montre. Mais pour l'instant, j'ai pas assez d'expérience, de recul et de savoir sur l'horlogerie. Moi, quand je vois tes émissions, par moments, je t'entends parler, et pour moi, c'est du chinois, tu vois. Donc, ouais, mais je t'arrête. Ni t'arrête, ni je te contredis. En fait, un expert, moi, je sais pas ce que c'est un expert. J'espère qu'il y a toujours plus expert que moi. Oui, bien sûr. Toujours celui qui sait mais on plus, sent que tu maîtrises le sujet, quoi. Ouais, mais pas sur la valeur des choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses, tu vois, combien ça vaut sur le marché gris, c'est-à-dire neuf de stock, combien elle vaut cette montre, je sais pas. Combien elle vaut neuve, je sais pas. Et puis en plus, il s'avère qu'à titre personnel, vraiment sur l'horlogerie, en fait, je m'en fous complètement de ce sujet-là. C'est pas un sujet qui m'intéresse. Mais ça, en soi, c'est pas grave parce que tout ça, c'est qu'une affaire de lecture, tu vois, des choses. Mais est-ce que, puisque dans les montres, dans l'or, tu as probablement des lingots sous blister. Oui, bien sûr. Bon, voilà, donc le lingot sous blister, c'est comme des tranches de jambon, quoi. Je veux dire, c'est sous blister, il se passe rien, ça sent rien, on touche rien. C'est pour ça que de chaque modèle que j'ai, il y en a un qui est sorti. J'ai besoin de le toucher. Voilà, donc ça c'est du pur investissement stocké. Et puis de l'autre côté, tu as des pièces. C'est quoi la pièce d'or la plus folle que tu aies? Pas forcément celle qui a la plus grande des valeurs, ou c'est comme tu veux, mais la plus rare, la plus originale, la plus dingue. C'est très difficile à te répondre parce que tu parles à un passionné d'or et de pièces. Une ou deux, maximum. Alors, si tu veux, chaque pièce, tu vois, la plus ancienne que j'ai, c'est un Karstater gaulois, 80 ans avant Jésus-Christ. Un quoi? Karstater gaulois. Okay. 80 ans avant Jésus-Christ environ, celle que j'ai, tu vois. La tribu des Allobroges, c'est une tribu du Dauphiné. Tu vois, quand tu as ça dans ta main, pour la moitié des gens, pour des néophytes, je vais te le mettre
Il n'y a rien qui se passe, quoi. Elle est en quoi? C'est de l'or. Elle est en bronze? Non, de l'or, ouais. de l'or. Je collectionne que les pièces en or. Et tu l'as dans la main, c'est insignifiant. C'est une tête d'épingle, c'est une tête de punaise, c'est comme une vis. Mais c'est 80 ans avant Jésus-Christ. Il y a un gars qui se baladait 80 ans avant Jésus-Christ avec ça dans la main pour acheter. Mais c'est gros comme Alors ça, c'est petit. Si tu veux, on va dire en gros, tu prends un petit poids. C'est un petit poids. C'est frappé? Voilà, c'est frappé d'un côté. Il y a quoi dessus? Alors, une branche avec la fameuse tribu des Allobroges, si tu veux, du Dauphiné. Mais pour toi, c'est rien, si tu veux. Tu vas le vendre, tu vas le voir, tu le regardes. Et tu ranges ça où? Dans des écrins bien spécifiques, tu vois. Pour les pièces. Pour les pièces. Et si tu veux, c'est un classeur, ouais, c'est une boîte, c'est un tiroir. J'ai mis une armoire avec des tiroirs, c'est bien Donc rangé. comme un malade mental, comme moi avec les montres où j'ouvre les boîtes et je les regarde et j'ai les trucs, toi t'es là avec ton truc et tu regardes tes pièces. C'est un kiff absolu. Mais c'est un kiff absolu. C'est bon les amis, on va lancer petite pièce d'or entre amis avec Karim. Tu vois, c'est un kiff absolu. C'est pour ça que je te dis c'est difficile de répondre à cette question-là. Bah si, parce que tu as répondu, il y a donc la tribu des Abruges. Des Allobroges. Des Allobroges, pardon, une petite tribu du Dauphiné. Voilà. Bah, Dauphiné, c'est là-bas vers Grenoble, quoi. C'est Savoie, truc, voilà, etc. Ouais. Ok. Donc l'une des tribus du royaume franc qui est devenue Gaule et ainsi de suite. Une autre. Tu me parlais d'un truc avec Louis XVI là. J'ai aussi, et c'est le plus grand biais des hasards, j'ai acheté par le biais d'une amie qui m'appelle et qui me dit oui, regarde, il y a une pièce très étrange. Elle m'a fait penser à toi et l'attirance que tu as pour l'or. Il y a une personne de profil avec une couronne et j'ai trouvé la pièce un peu particulière et je pense qu'elle t'aimerait bien. Et là, c'est une amie, c'est Josie. Je lui dis ouais, mets-moi en contact avec la personne qui vend cette pièce, quoi. Elle me met en contact avec la personne qui vend cette pièce-là. J'achète cette pièce-là. Alors, faut savoir que à l'époque où j'ai acheté cette pièce-là, je l'ai acheté 1 000 €. 1 000 €, c'était le cours de l'once à l'époque. L'once, c'est 31, si tu veux, l'once, c'est une référence de poids par rapport à l'or et sa valeur. Ouais. Ça s'appelle une once. Aujourd'hui, l'once est à peu près à 2025 €. À l'époque, c'était à 1 000 €. Le gars, il me dit, moi, je la vends 1 000 €. En gros, au poids de l'or. Donc, tu l'as vendu au poids? Au poids de l'or. Donc, pas à la numismate, quoi. Non, au poids de l'or. Le gars, il l'avait apparemment sur une gourmette, et comme elle tapait sans arrêt les bords des meubles, il veut s'en séparer. Voilà la question. Voilà pourquoi il m'a dit, je la vends. Ok. Donc, moi, je l'achète, cette pièce-là, et je la trouve étrange, je la regarde, j'ai dit. Et aujourd'hui, il faut savoir que si tu veux un castataire d'or gaulois, tu vas sur Internet, tu te l'achètes. Tu peux le trouver, il y en a plein, tu les trouves. Et celle-là, j'arrive pas à la trouver. Je me dis, mais comment se fait-il que j'arrive pas à trouver cette pièce-là? Je le mets dans un moteur de recherche avec l'avers, le revers, tout. Rien. Je trouve pas. Et là, je décide comme j'achète beaucoup à la Monnaie de Paris, il me conseille de me rapprocher du département monnaie et jetons royaux français. Tu vois, royal français, les monnaies françaises. Ok, je téléphone à cette personne-là, je lui décris, il me dit envoyez-moi la photo, j'envoie une photo, ok, il regarde ça, il me rappelle directement, il me dit écoutez, je m'appelle David, mettez mon prénom sur un post-it, et mettez-le avec la pièce, et puis faites la photo et renvoyez-moi. Je fais la photo, je renvoie, il me rappelle directement, et parce que moi en plus j'ai le toupet de lui dire j'en voudrais une deuxième. Et lui il me dit monsieur, vous savez ce que vous avez entre les mains? C'était au début, je lui dis non. C'était au début de ma collection, je lui dis non. C'était il y a combien de temps? Il y a à peu près 2016, 2017, 2018 à peu près. Et il me dit, mais c'est pas possible d'en avoir une, monsieur, comme ça. Vous avez déjà... Il me dit, voilà, je vais faire un raccourci. Vous trouvez un ticket de loto par terre. Le ticket de loto est gagnant. Et dites, moi, je veux en retrouver un deuxième. Et vous fouillez et vous cherchez un deuxième. Vous n'allez pas le trouver, monsieur. Je lui dis, non, mais je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai là entre les mains? Il m'a dit, écoutez, monsieur, le sacre de Louis XVI, c'est le 11 juin 1775. Quand il y a un roi qui est nommé roi, il est obligé d'aller à Reims, à la cathédrale de Reims, et là, il est anobli et il devient roi une fois qu'il est passé à la cathédrale. Et il me dit, monsieur, on édite 12 jetons par rapport aux apôtres. Et vous avez ni plus ni moins qu'un jeton du sacre de Louis XVI du 11 juin 1775. On a fabriqué 12 à son effigie, on le donnait au cardinal, et le cardinal le redonnait, l'offrait aux hôtes de prestige. Et vous en avez un des 12 entre les mains. Et là, je lui dis, ouais, et ça vaut quoi? Il m'a dit, si demain il y a une vente aux enchères, que ça soit en Angleterre, aux États-Unis ou n'importe où ailleurs, vous allez avoir la plus belle pièce, pas au sens propre et au sens figuré. Le plus bel objet à vendre, le plus bel objet de la vente. De la vente. Il me dit parce que c'est un des 12 jetons
du sacre de Louis XVI. Et je lui dis, et en gros, ça vaut combien? Il me dit, monsieur, ça n'a pas de prix, mais la mise à prix minimum, c'est entre 80 et 100 000 euros. Et il me dit, vous l'avez acheté combien? Et moi, je dis, je l'ai acheté au prix du poids de l'or à l'once, à 1 000 euros. Bah, il me dit, bah voilà, pourquoi vous ne pouvez pas en trouver deux et sur Internet, vous ne la trouverez pas parce que c'est pas possible, quoi. Et donc, du coup, bah, je l'ai fait expertiser avec un huissier. Il m'a envoyé. Elle est dans ton classeur? Elle est dans ton classeur? Elle est dans. Elle est cachée. Elle est cachée, ouais. Ouais. Et il m'a même dit, avec ça, vous pouvez la mettre dans un musée. Le musée va vous payer pour que vous puissiez la mettre, mais avec mon avocat, on a discuté de différentes choses. Il s'est bien renseigné. Il m'a dit, il vaut mieux pas. Parce qu'à partir du moment où elle est dans un musée, ils ont la possibilité de la préempter. Ah. Et ça, je ne veux pas. Ok. Et ça, je ne veux pas. Donc, je l'ai pas. Je suis passé peut-être à côté de 480 ou 500 euros mensuels pour pouvoir la mettre. J'ai dit non, je le fais patiemment parce que j'ai pas envie qu'elle appartienne. Voilà, je veux qu'elle reste dans mes mains, quoi. Je veux qu'elle reste dans mes mains et quitter 500 balles de plus. Sans indiscrétion, ça fait combien de pièces tout ça? C'est-à-dire que dans ta collection? Ah, je sais pas, je dois avoir... Collection que tu serais amené à revendre ou non, hein, ouais, je dois avoir une centaine, au moins une centaine de pièces, ouais. Parce que j'ai deux collections. J'ai une collection propre que je garde pour moi et une collection pour la spéculation. Tu vois. Pour moi, tout ce qui est Louis d'Or, Napoléon, tout ça, je prends, c'est pour le revendre tout de suite. Parce que ces modules-là ne m'intéressent pas, tu vois. Et j'ai des beaux modules. Par exemple, j'ai un module qui a été créé à 88 exemplaires, qui a été fait à la Monnaie de Paris par la maison Dior, en association avec la Monnaie de Paris. Voilà, c'est beaucoup plus récent, alors. Voilà, beaucoup plus récent, bien sûr. Elle a été faite il y a 3 ans. C'est la 5 onces Dior. 5 onces, ça fait 155 grammes d'or. Ouais. Et j'en ai acheté plusieurs que j'ai revendus. Pareil pour une question de spéculation, parce que j'ai fait la rupture de cette monnaie-là. Une fois que tu crées la rupture, il n'y en a plus à vendre. Ouais. Donc, il n'y en a plus à acheter. Donc, le prix, c'est toi qui le fais, si tu veux. Et j'ai la chance d'avoir le premier exemplaire tamponné sur 88 modules disponibles. Et voilà, ça, c'est un pavé, hein, c'est un gros truc. Ouais. Hein, les amis, ça, c'est à transposer dans le domaine de l'horlogerie. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, Karim, toi, il y a 2 personnes dans Karim. Il y en a même plusieurs. Hein. Ouais, je pense. Je suis pas sûr de les avoir toutes vues encore. Hein. Ah non, tu n'as pas tout vu. Non, mais il connaît, c'est Mousse qui les connaît. Il y a 2 personnes. Il y a le passionné d'histoire et du métal or. Et puis, il y a l'investisseur, connaisseur, avisé, qu'on peut appeler spéculateur. Tu as utilisé le terme. Ouais, bien sûr. Et vous voyez bien qu'en fait, le sujet, c'est pas dans l'horlogerie, pour recentrer ça, c'est pas de se dire, bah tiens, en fait, voilà quelqu'un qui a acheté une Rolex Day-Date en tant qu'investisseur et il a pris une montre qui aurait pu être achetée par quelqu'un de plus passionné que lui. D'abord, sa passion est naissante, elle grandit. Donc on verra quand tu reviendras dans le canapé de petite montre entre amis dans 10 ans comment les choses se sont passées. Mais on voit bien que pour pouvoir nourrir sa passion, qui est un peu folle, bien sûr. Même si les pièces, ça vaut de l'argent, rien ne dit qu'elles vaudront toujours de l'argent, entre guillemets, la certitude, elle est pas de ce monde. Eh bien, pour financer sa passion, il faut parfois avoir un regard purement technique et arithmétique sur le prix d'achat et le prix de revente. Et en ce sens, c'est un regard qui est vachement intéressant sur l'horlogerie, où moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un dans l'horlogerie qui n'achète que des montres par pur investissement. Parce que, honnêtement, si vous voulez investir, il y a d'autres trucs bien plus intéressants pour investir que d'investir dans les montres. Il suffit juste de regarder le marché. Hein. Le marché, il a été comme ça dans l'horlogerie. Si vous regardez tous les prix, Rolex, Patek compris, il y a une baisse entre 15 et 30% en fonction des modèles, sans parler d'autres marques qui ont bénéficié de l'emballement. Et là, on rejoint, avant de venir sur un peu ton avenir et qu'est-ce que tu as dans le tuyau comme prochaine montre, c'est que c'est la différence, c'est que à un moment, finalement, l'or, c'est l'or. Alors que une montre, ouais, c'est une Rolex. Oui, mais c'est une marque Rolex. Ouais. Ça n'a pas la durée de vie éternelle et inaltérable comme l'or, ça c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Alors, tu en as 3. Est-ce qu'il pourrait y en avoir une 4e, une 5e? Ou alors, tu vas écouter ton cœur aussi et te dire, je peux aller sur des matériaux et des produits en or, 18 carats, mais qui ont une dimension historique.
C'est quoi un peu la suite pour toi? Alors ça m'a amené, si tu veux. Alors c'est dommage, c'est vraiment dommage parce que là, tu vois, quelque part, je voulais dire un truc, mais je colle là-dessus parce que j'ai une montre à gousset en or, pareil, 18 carats. Et je l'ai eu par le plus grand biais du hasard parce que je me suis intéressé après à la montre. Et j'ai dit, tiens, pourquoi pas prendre. J'ai une montre qui date de 1847 et c'est l'équivalent de Rolex. Pour te dire, j'en ai vu une passer aux enchères à 43 000 € de celle que j'ai à la maison. Ouais. Aux Comment tu l'as acheté? Je l'ai acheté sur une brocante. Il y avait une brocante. Le gars, j'ai vu, c'était une brocante avec des objets anciens. Et il avait ça. Et puis, c'était mis sous scellé dans une vitrine. Et je lui dis, pourquoi sous scellé vitrine? Il me dit, parce qu'elle est en or 18 carats. Et je lui dis, vous la vendez à combien? Il m'a dit, écoutez, je la vends au poids de l'or. Ah bah oui. Voilà. Oui, et je l'ai acheté à 650 €. Et une fois que j'ai fait ces recherches-là, je me suis aperçu que cette montre-là, en fin de compte, c'est beaucoup plus que 650 €. En plus, ça, elle fonctionne. Parce que là, il y a pour le coup sur ce type de produit, alors que je ne connais pas en termes de cote, etc., mais il y a le poinçon des matériaux et il y a le poinçon des mètres. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, le poinçon des mètres, c'est comme ce que tu disais tout à l'heure avec le A ou le I sur qui a frappé. Sur la montre, c'est marqué horloger du roi. Ouais. Horloger du roi. Ah, c'est dommage que j'ai plus le nom en tête. Mais t'as pas préparé ta venue, c'est pas possible. Non, là, j'ai merdé là-dessus. Horloger du roi. Breguet. Ah oui. Breguet, voilà. Horloger du roi. Breguet, voilà, c'est ça. Et c'est une montre qui date de 1847. Et pareil, alors ça, je n'ai pas pris le temps de la faire expertiser, mais je me fiche de la faire expertiser parce que, si tu veux, c'est pas quelque chose que je veux vendre. Alors, non mais regarde, tu pourrais faire un truc très simple, les amis. Évidemment, Breguet, c'est l'un des monuments de l'horlogerie. Et on a une chance forte, c'est que Breguet est d'origine française. Il était quai de la Cité ou quai de Lille à Paris. Ouais. Et tu as le musée Breguet. Oui, il y a un musée Breguet. Justement, je suis rentré en contact avec le musée. Justement, passe les voir pour que tu vois ce qu'ils te racontent. Ce qui est triste, les amis, c'est que ce marché-là, c'est un marché qui n'a rien à voir avec la montre bracelet. Donc, qui intéresse pas grand monde parce qu'il n'y a pas les histoires de oui, mais il y a un mec qui a plongé, qui a truc, qui a machin, etc. Donc là, le sujet, c'est historique. Je le connais pas du tout ce marché. Moi, je m'y intéresse pas particulièrement. Par contre, la tristesse que je vois pour comment se passent les ventes aux enchères, c'est que très souvent les montres sont achetées au poids et derrière elles sont fondues. Alors qu'en fait, il y a une dimension technique, artisanale, qui est absolument phénoménale. Mais ça veut dire que tu es prêt pour le vintage, Karim? Ouais, et encore pareil. Par rapport à l'or, quoi. Parce que quand j'ai acheté cette montre-là, j'ai dit tiens, je l'achète parce que c'est une montre en or. Et après, je me suis renseigné sur l'histoire. Et quand tu l'ouvres cette montre-là, quand tu vois marqué horloger élève de Breguet, horloger du roi, palais royal. Tout ça, c'est de l'histoire. Après, tu prends tes bouquins ou tu vas sur Internet, tu cherches palais royal, tu regardes Breguet, tu t'aperçois que. Alors, donc ta prochaine montre, alors, c'est quoi? Alors là, ma prochaine montre, j'ai 2 trucs en tête. T'as vu, j'en ai loupé une l'autre fois aux enchères, celle que tu m'as parlé tout à l'heure avec la pièce américaine au fond. Oui, voilà. Okay. Et j'ai dernièrement, mon oncle Gérard, là ici présent, il m'a dit essaye de me trouver une Rolex. Et donc je lui ai trouvé une Datejust. Mais tu l'as trouvée, donc c'est pas la suivante alors. Non, je l'ai trouvée pour lui. Et quand je l'ai trouvée pour lui, j'ai dit waouh, je trouve qu'elle est très très belle cette montre-là. Je vais voir si j'arrive à l'obtenir avec un boîtier un peu plus gros, parce que je vais pas faire la même bêtise en prenant un boîtier 36, l'acheter, me dire en fin de compte. Non mais je suis pas d'accord avec toi, Karim. Là, tu me reparles de Rolex neuve. Évidemment, il fait ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que tu as une opportunité. C'est pas mon job à moi, mais c'est ma passion. Tu as une opportunité là de mêler l'amour que tu as pour l'histoire, les mecs. Et il y a eu des sondages dernièrement sur la pauvreté des jeunes Français sur l'histoire de France. Franchement, il faut qu'ils aient Karim comme prof. J'aime l'histoire. Alors, il foutait la merde à l'école, c'est toi qui l'as dit. C'est vrai. Mais en fait, tu vas devenir professeur, quoi. Ouais, mais c'est sur le tard que j'ai appris à devenir studieux. Là, je suis capable de prendre un bouquin et de rester par moment. Je me mets sur le bouquin, il est 21h sur une pièce par rapport à la pièce, parce que tu peux rester sur un écu, par exemple, en or, un Valois ou un Jean de Lebon. Tu peux rester dessus. Non, attends, Valois, c'est la lignée des Valois, d'accord, mais Jean de Lebon, c'est un roi 1350. C'est un Capétien, ça. Voilà, si tu veux. Mais il faut parler technique. Là, si tu veux, pour cette pièce-là, en plus, cette pièce-là a une particularité, c'est qu'en 1355, il a été fait prisonnier à Bordeaux.
Parce que justement, les Anglais avaient une partie. Bien sûr. Il a été fait prisonnier à Bordeaux, ce roi-là. Ils l'ont gardé emprisonné pendant 5 ans. Et en 1360, il a été libéré. Il a été libéré pour une somme de 3 millions d'écus. 3 millions d'écus, c'est 12 tonnes d'or. Un écu, c'est 3,92 grammes à peu près, tu vois. Et quand ils l'ont libéré, ils l'ont dit au roi, ils l'ont libéré. Et sur son chemin, au retour, il a dit, voilà, moi je dois encore une grosse somme aux Anglais. On va faire frapper une monnaie, et la monnaie, on va la frapper comme je suis rentré, en roi, sur mon cheval. Et donc, ils ont frappé un écu, qui s'appelle l'écu Jean de Lebon à cheval. Et c'est la première pièce qu'ils ont refabriquée pour donner cette dot aux Anglais. Mais c'est technique, Après, c'est un peu technique. Voilà. Mais c'est passionnant. Et sur cette pièce-là, par exemple, elle raconte une histoire, elle raconte une date, elle raconte des faits, et tu peux rester sur ce truc-là, tu peux rester toute une nuit à chercher des trucs. Le détail des pièces, il est impressionnant. Monsignor, il est l'or. Il est l'or de se séparer, les amis. On s'est éclaté. Alors, c'est vrai que c'est un petite montre entre amis exceptionnel parce qu'il est ultra original. Et moi, j'adore. Pourquoi ? Parce qu'il est là. Et pour le flatter, les amis, c'est parce qu'on a parlé de montres au travers d'un autre sujet. Et comme quoi, tous les chemins mènent à Rome. Exactement. Et on peut arriver à l'horlogerie. On n'a pas fait de façon structurelle, comme j'ai l'habitude de le faire, la séquence souvenir, mais on a bien compris quelle était ta filiation. Tu te rends compte le potentiel que tu as pour t'éclater avec l'horlogerie, parce que l'horlogerie, c'est la magie de la créativité et de l'intelligence humaine qui, depuis la nuit des temps, Mésopotamie et Babylone et avant, c'est-à-dire 5000 avant Jésus-Christ, où on regarde des astres, et puis petit à petit, toute cette magie de regarder de trucs, de miniaturisation, etc., ça devient un truc fantastique au poignet. Et toi, tu as cette envie-là d'apprendre, de connaître, de réfléchir, de rêver, et là, avec ta montre école, en fait, parce que c'est ça, hein, les amis, je vous rappelle que pour être considéré comme un maître, donc avoir un poinçon, il fallait faire un chef-d'œuvre. Et qu'est-ce qu'un chef-d'œuvre ? C'est un objet, alors ça peut être une montre, ça peut être n'importe quoi d'autre, qui est validé par des maîtres, et là ça devient votre chef-d'œuvre, d'où le fait qu'il y a probablement écrit école de l'horloger du roi, et c'est probablement son chef-d'œuvre, et avec ça, cette personne-là a dû avoir son poinçon de maître pour faire ses propres montres. C'est ça la magie où vous cumulez l'histoire du temps, l'histoire des hommes, et puis c'est tout ça qui nous motive et toute cette passion. Exactement, ouais. Karim, merci beaucoup. Merci à toi. Les amis, comment on fait pour participer ? On fait comme Karim. On remplit un formulaire sur www.dalichous.fr. Vous racontez de quoi il s'agit. Karim m'a écrit, voilà, j'ai une Rolex, machin, je suis fan d'or. Est-ce que ça t'intéresse que je vienne sur la chaîne ? Je lui ai dit avec grand plaisir. Karim, à bientôt. À bientôt. Salut les amis, ciao, ciao. Au revoir. Bon, est-ce que je la refais ou pas, les gars ? Non, je trouve qu'elle est bien. Oui. Ouais, je trouve que c'est bon. Là. Non, mais je l'ai appris par cœur. C'est pas que je l'ai appris, c'est que je l'ai écrit. Donc quand tu l'écris, tu l'apprends tout seul. Tu vois. Je la refais ou pas ? Non, je pense que c'est bon. Je la refais avec l'accent de Louis de Funès.